Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux. Pendant que les bâtisseurs de ce monument s'installent, quelques mots. Vous êtes nombreux à nous demander ce que nous faisons ou ce que nous allons faire dans la période actuelle. Et compte tenu des événements que nous connaissons en Israël et en France. Et je vous répondrai, comme les Windsor, nous maintiendrons. Ce que nous savons faire ici, ce sont des expositions. Et je vous invite vivement à aller découvrir l'exposition de Johann Sfar, La vie dessinée, qui est une exposition extrêmement colorée et extrêmement gaie, mais qui pose aussi beaucoup de questions très profondes, comme le fait Johann Sfar. Si vous avez eu l'occasion de l'entendre, il est assez sollicité par les médias pour la justesse de sa parole. L'exposition sur Salonique, qui est le fruit d'une magnifique donation de Pierre de Gigord et qui a ouvert il y a quelques jours maintenant, que vous avez traversé probablement trop vite, mais vous aurez l'occasion d'y revenir, j'espère. L'exposition de Joseph Dadoun, qui a une résonance particulière avec les événements en Israël parce qu'elle est très marquée formellement, iconographiquement par la flore du Negev. Il a vécu longtemps à Ofakim. Ce que nous savons faire aussi, c'est de la pédagogie, et nous avons des liens très forts avec les enseignants, et c'est certainement la catégorie socio-professionnelle en France à laquelle nous pensons le plus. Qu'ont de commun les juifs et les enseignants? Je ne répondrai pas à la question. Et ne me dites pas pourquoi les enseignants. Voilà, je le savais. Mais bon, l'humour sauve, mais on n'a pas tellement envie d'en rire en vérité. Et puis bien sûr, ce qu'on sait faire ici, c'est des rencontres, des débats comme celui que nous faisons ce soir. Alors je vais pas me substituer aux intervenants, simplement dire notre admiration pour ce travail absolument phénoménal qui manquait, qui nous sera très utile au musée d'art et d'histoire du judaïsme, parce qu'une des faiblesses de ce musée, c'est qu'il présente de manière trop morcelée, trop segmentée entre les différents espaces du parcours permanent, l'histoire des Juifs de France, qu'il est le seul musée du judaïsme en Europe à pouvoir présenter. Ça n'est pas ce qu'on verra à Amsterdam, à Berlin, à Vienne, à Rome, à Varsovie ou à Londres. Il n'y a qu'à Paris qu'on peut évoquer de manière approfondie l'histoire des Juifs de France avec sa singularité. Et c'est ce que fait évidemment admirablement cet ouvrage, avec ses deux maîtres d'ouvrage, donc Jean Moutapa, qui est le directeur de la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel, et Julien Darmon, je dirais son collaborateur, mais Julien ne m'en voudra pas. Et puis Sylviane Goldberg, qui est le maître d'œuvre en quelque sorte. Je fais la distinction entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre, et qui a été qui a fait le choix des 170 et quelques contributeurs de cet ouvrage, qui est assez ébouriffant, je dois dire. J'ajoute que c'est un ouvrage qui met très bien en valeur la collection du musée, puisqu'on a beaucoup contribué à l'iconographie, et on en est extrêmement fiers et heureux. Et je remercie Antoine Mercier, qui était journaliste à France Culture, et dont on connaît bien la voix, et qu'on retrouve maintenant régulièrement sur Academ, d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, donc on va démarrer cette séance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon, malgré la situation en Israël qui nous préoccupe depuis plus d'une semaine maintenant, et qui va continuer malheureusement à nous préoccuper, je pense, dans les jours à venir. Bon, on va dire qu'on a quand même une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. C'est que les Juifs ne sont plus tout à fait la tache aveugle dans le récit national français que dénonçait un ouvrage collectif publié il y a 2 ans sous la direction de Paul Salmona et de Claire Soussan. L'expression tâche aveugle désignait métaphoriquement, selon les auteurs, le fait que la présence juive, son legs matériel, culturel, patrimonial, était largement escamoté dans l'histoire de France. La publication donc, qui nous rassemble aujourd'hui hommage vient magistralement, comme l'a dit Paul Salmona, effacer cette tâche pour en redonnant à cette présence toute son ampleur, en mettant en lumière toute sa diversité, tout cela au long de plus de 2000 ans d'histoire. Ça donne donc plus d'1 millier de pages, rédigées par plus de 150, 160 contributeurs, comportant plus de 400 illustrations. Tout ça est superbement conçu, mis en page, publié donc par les éditions Albin Michel sous le titre « Histoire juive
de la France sous la direction de Sylviane Goldberg. Bonsoir madame. Merci donc pour votre présence ce soir. À vos côtés, donc, les deux acteurs essentiels, parmi les deux acteurs essentiels de cette publication, Jean Moutapa, qui est éditeur chez Albin Michel, et Julien Darmon, spécialiste des littératures rabbiniques et directeur de collection donc, chez ce même éditeur. Bonsoir. Bonsoir. Sylviane Goldberg, je vais vous donner la parole évidemment en premier, parce qu'on va peut-être s'arrêter un tout petit peu sur le titre de cet ouvrage, Histoire juive de la France, et non pas Histoire des Juifs de France. Ça laisse entendre que cet ouvrage ne vise pas seulement à parler de la présence juive en France au cours des siècles passés, mais aussi de cette interaction qui a pu se produire entre les Juifs et la France tout au long de cette histoire, au point que vous pouvez écrire dans la présentation du livre que toute la culture française est imprégnée par une relation unique en son genre avec le fait juif, et que, inversement, il est possible d'affirmer que le judaïsme d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est sans la longue histoire avec la France, son peuple, sa culture. Madame Goldberg, donc comment finalement est née l'idée de ce livre? Est-ce que c'est ça qui était au départ votre intention, j'imagine? Comment en tout cas vous avez conçu son élaboration? Je vous remercie beaucoup pour cette petite introduction qui en dit déjà beaucoup sur l'orientation. Je tiens quand même à préciser que l'idée du livre ne m'est pas venue à moi, mais que le travail m'a été proposé par Jean Moutapa, qui lui-même en avait eu l'idée longtemps avant de me la proposer. Mais l'idée de faire une histoire de France qui soit complètement différente de tout ce qui avait pu être fait autrefois est née simplement d'une longue pratique de l'histoire des Juifs. L'histoire des Juifs en France est absolument singulière pour tout ce qu'elle représente au niveau symbolique pour l'histoire des Juifs en général. Aussi bien dans les périodes anciennes, c'est-à-dire pour la période médiévale, où on a pu voir que ce qui était la spécificité essentielle de Juifs qui vivaient dans les territoires où l'on parlait les langues d'Oc et les langues d'Oïl est devenu spécifique à tout le judaïsme ashkénaze. Or, le judaïsme ashkénaze, c'est pas le judaïsme français, hein, surtout pas tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est le judaïsme qui n'est pas oriental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce judaïsme ashkénaze ça veut dire allemand, mais il vient surtout de l'ancienne zone de résidence et de Pologne. Tout ce judaïsme-là, qui parfois de manière totalement inconsciente s'est imprégné des spécificités du judaïsme français, les gens n'en sont pas forcément conscients. De la même manière que l'on n'est pas forcément conscient de tout ce que le judaïsme moderne en général doit à la Révolution française. Or, ce sont deux paramètres radicalement différents, l'un interne, l'autre externe. Et je crois que c'est justement là que se tient le nœud de l'orientation que j'ai souhaité donner à cet ouvrage. Non pas deux choses séparées, mais une seule histoire vue du dehors et du dedans. Merci beaucoup. Alors, Jean Moutapa, peut-être que je vous repose la question sur, à partir de cette base, on va dire, de cette idée de base, comment on fait pour élaborer, comment vous avez fait pour élaborer cet ouvrage, comment ça a été conçu? Alors, il faut dire déjà que l'idée de base, effectivement, elle est née il y a presque 20 ans, en fait, dans des discussions amicales avec une amie qui s'appelait Nelly Hanson, que ce nom dit certainement quelque chose à beaucoup d'entre vous, à certains d'entre vous, qui alors était directrice de la Fondation du judaïsme français, avec qui j'étais très ami. On en a rêvé. Moi, j'étais en train de faire, ou je venais de faire, je ne me rappelle plus, l'histoire de l'islam et des musulmans en France du Moyen-Âge à nos jours sous la direction du professeur Harkoun et avec la préface de Jacques Le Goff. Naturellement, l'idée, voilà, le rêve était de faire quelque chose comme ça avec la relation France-Juif, tout ça avec des guillemets, puisque on sait que ça commence bien avant que la France soit France, bien avant que les Francs arrivent même. Et juif, il faut voilà, encore déterminer ce que ça veut dire. Mais enfin, l'idée était là, le rêve était là. Et puis, on y a même travaillé avec
avec Julien, à un moment donné. Moi, j'ai retrouvé dans mes dossiers, parce qu'on me pose la question quand est-ce que vous avez commencé, la première ébauche du sommaire date de 2007. Voilà, sauf que Nelly a été malade, elle est décédée en 2014, et que le projet est resté en stand-by. Entre-temps, nous avons fait Histoire des relations entre juifs et musulmans. Il y a eu beaucoup de succès d'ailleurs, ce livre. Sous la direction de Benjamin Stora et Abdelwahab Medeb, et aussi en partie de Sylviane, parce qu'elle co-dirigeait largement la grande 4e partie. Donc, on s'était déjà vu chez Albin Michel, parce qu'il y a longtemps qu'elle publie chez Albin Michel, mais c'était avec une autre éditrice, et donc c'est là que le lien s'est fait, et que petit à petit j'ai pensé à lui proposer le paquet, je dirais, avec un titre que j'avais déjà, parce que ça m'est venu comme ça à un moment donné, dans cette idée de ne pas refaire. Il y a d'ailleurs une bonne histoire des Juifs de France en 2 volumes chez Albin Michel. Mais il y en a ailleurs aussi, il y en a eu. Mais c'était pas ça qu'on voulait faire, c'était bien une histoire juive de la France. Et c'est voilà pour ça que donc le plan suit l'histoire de France. Hein. On va peut-être rentrer un peu plus dans l'articulation maintenant du livre. Peut-être quand même un mot des illustrations aussi, parce que certaines sont connues évidemment, mais il y en a d'autres qui sont moins connues. Là encore, il y a un choix vraiment très sérieux qui a été fait, des recherches. Et vous avez disons que c'est surtout là-dessus. Moi, je ne suis pas historien, peut-être que je suis intervenu 2-3 fois sur des points que je connaissais très bien, mais rien à voir avec la science de Sylviane. Parce que quand je dis ça, pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que ce rêve, il fallait encore le réaliser. Et donc, si on avait fait un début de table des matières il y a donc presque 20 ans, tout ça a été mis à bas, je dirais, parce que vraiment, j'ai confié la pensée de la chose à Sylviane, parce que je savais qu'elle seule, il n'y en a pas beaucoup sur la place de Paris, pouvait le penser dans sa globalité et donc le restructurer entièrement dans sa globalité. Alors, des illustrations, oui, beaucoup. J'ai inauguré une sorte de série d'encyclopédies, comme ça, j'en ai cité 2, mais il y a aussi Jésus ou après Jésus, l'invention du christianisme, qui prennent des questions qui ont peu ou prou trait aux religieux, hein, religieux qui est traité soit par les sciences humaines d'une manière extrêmement ghettoisée dans un milieu universitaire ou exégétique, etc., soit alors dans l'actualité, et alors là, souvent, c'est la catastrophe, et donc donner des ouvrages avec des auteurs de sciences humaines, dirigés par un grand scientifique, ou une, et dont la forme permet... La forme et le prix, d'ailleurs, j'y reviendrai, mais dont la forme permet une lecture tout de suite sur le prix. Effectivement, c'est un prix, j'allais dire, surprenant quand on retourne le livre. Grâce à de nombreuses fondations, grâce au Centre national du livre, c'est très important parce que c'est l'État. Et à chaque fois, d'ailleurs, dans ces opérations, nous avons été aidés par le CNL. Grâce à certains particuliers aussi. Donc, on peut le donner peut-être, alors ce prix, puisqu'on en parle, le prix pour le lancement. 49,90 €. Je voulais qu'il soit à moins de 50 €. Bon, vous voilà prévenu. Oui, alors, je voudrais qu'on revienne sur... Oui, vous voulez dire un mot, madame? Oui, je voudrais dire un mot sur l'iconographie. C'est beau l'iconographie, hein, ce sont des belles illustrations, mais il y a une importance méthodologique fondamentale au fait que cette iconographie soit là. C'est qu'on a l'habitude de dire que les Juifs, comme les musulmans, n'utilisent pas d'images. Or, on a voulu renverser plein de clichés, c'est ce qu'on a fait tout au long de l'encyclopédie, et le fait de montrer l'iconographie extrêmement importante qui existe et qui a pu être exhumée de 1000 manières est aussi
quelque chose de tout à fait important. Je crois que, bon, c'est peut-être plus une tâche aveugle, de mon point de vue, ça l'a jamais vraiment été, mais le fait qu'il n'y ait pas d'image pour les Juifs, là aussi, on a renversé quelque chose. Si je peux aussi rajouter quelque chose, parce que quand on parlait de construire la chose comme une histoire de France, ça a été aussi une contrainte technique, scientifique, littéraire, qui a permis justement de pallier à des manques qu'il y avait dans toutes les histoires des Juifs de France. C'est-à-dire, vous prenez une histoire des Juifs de France classique, vous avez 50 pages sur le Moyen-Âge, rien jusqu'à la Révolution, et puis un gros pavé de 1791 jusqu'à la Shoah, et puis après, rien non plus. S'obliger à traiter tous les siècles dans une continuité a obligé Sylviane, et elle avait déjà travaillé ça, mais a obligé aussi nous et la conception de l'ouvrage et tous les auteurs à se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe pour les Juifs et la France au XVIe siècle, par exemple, ou qu'est-ce qui se passe dans les années 80. Alors justement, parce que vous avez la parole là-dessus, je vais dire donc il y a 4 grandes périodes dans ce livre qui correspondent à 4 grandes périodes de l'histoire de France, de la Gaule au Moyen-Âge, de l'Ancien Régime à la Révolution, de la Révolution à la Seconde Guerre mondiale, et puis la période plus contemporaine, donc après la guerre. Peut-être un mot quand même, ces périodes-là, donc articulation Moyen-Âge, articulation Ancien Régime, articulation Révolution, et évidemment Seconde Guerre mondiale, ça correspond précisément à des changements, des différences de statut ou dans la présence juive en France. Ces articulations correspondent à des changements importants pour la communauté juive. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Ça correspond à l'histoire de France, mais aussi à des changements pour la société juive en général. Sylviane qui va nous parler de la deuxième partie. Vas-y sur la deuxième partie. Non, je vais commencer avant, comme toujours. Vous savez bien que je commence toujours avant. En fait, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant avec les Juifs. Ça s'est produit dans le cours du Haut Moyen-Âge. C'est qu'on leur a construit un statut juridique tout à fait particulier. Vous savez probablement tous, en tout cas vous l'avez déjà entendu maintes fois, que les Romains avaient donné à tous les gens qui résidaient, dont les Juifs sur les terres romaines, le statut de citoyen romain. Or, dans les pays européens, lorsque les monarchies ont commencé à se constituer en États différents, surtout après la dissolution de l'Empire de Charlemagne, restaient des citoyens des pays, enfin citoyens des serfs, enfin des gens appartenant à un pays, et une espèce tout à fait particulière qui ne rentrait pas dans les cases féodales telles qu'elles étaient conçues et qu'on appelait des citoyens romains. C'était seulement les Juifs. On ne savait absolument pas quoi faire des Juifs et on leur a gardé un statut qui n'existait plus. Or, ce statut de citoyen romain, au cours du long Moyen-Âge, là je parle de toute la période du Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, on l'a plus ou moins édulcoré en juif propriété du roi, du seigneur, le servi camerae, des choses comme ça, mais il n'avait comme statut juridique qu'une absence totale, c'est-à-dire un vide. Or, ce statut n'a été réglé dans le droit des pays européens que par la Révolution française, enfin, d'abord un petit peu dans l'Empire des Habsbourg en 1781, mais surtout à partir de la Révolution française. Et alors on voit que les Juifs passent très brutalement, pratiquement du jour au lendemain, c'est-à-dire entre la veille où ils n'avaient pas de statut et le lendemain où le décret est tombé, des citoyens disposant de plein droit. Donc nous sommes là face à un statut juridique qui a duré plus d'un millénaire. Et évidemment, il s'est passé bien des choses dans les conditions sociales, même au niveau des relations sociales qui se sont établies dans les pays entre les Juifs et leurs voisins. Mais le changement, la transformation de ce statut juridique a effectivement fini par tout transformer. Alors, sur cette présence juive, question classique pour parler de cette première période, quand, combien, quelle évolution? Est-ce qu'on peut avoir une idée globale, justement, de cette question de la présence juive pendant la période, disons, du premier millénaire, jusqu'au Moyen-Âge? Non, nous n'avons aucune idée de la démographie réelle des populations juives et nous ne pouvons pas en avoir non plus. Alors, il y a eu des recensements dans l'Empire romain, effectivement, mais bon, ils n'étaient pas forcément justes non plus. Mais en tout cas, en Gaule, il n'y a pas eu de recensement. Et chez les Francs, non plus. Les recensements sont beaucoup plus tardifs.
ce que nous imaginons d'après les sources, c'est que pendant le Haut Moyen-Âge, nous avons toujours l'exemple de Grégoire de Tours, qui est notre meilleure source pour le Haut Moyen-Âge. Il parle d'individus juifs, jamais de communauté. Communauté signifie une autorité. Votre micro, s'il vous plaît. Pardon. Le terme communauté au Moyen-Âge signifie une autorité juridique, parce que je vous ai dit il y a un instant que les Juifs n'avaient pas de statut juridique, mais les communautés, par exemple, en avaient. Elles représentaient tous les Juifs globalement. Maintenant, nous les voyons apparaître à partir du Xe et du XIe siècle, et nous ne pouvons pas imaginer réellement la démographie des Juifs. Il y a des travaux qui sont en cours. Les jeunes générations travaillent sur les sources chrétiennes, d'ailleurs. Et là, nous commençons à disposer de choses extrêmement intéressantes sur la population des Juifs de Paris, par exemple, parce qu'il y a des statistiques qui concernent les professions. Mais si on regarde, par exemple, la Maison Sublime, donc, qui a été exhumée, si je puis dire, à Rouen, nous voyons qu'il s'agit d'un bâtiment de très grande proportion, ce qui laisse à penser que la communauté était vraiment importante. Maintenant, jusque-là, l'historiographie traditionnelle imaginait qu'une communauté de Juifs en France, ça ne pouvait pas être plus de 10 à 15 familles, ce qui ne fait pas grand monde, mais peut-être que ça va être complètement contré par les découvertes archéologiques. Jean Outapa, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des Juifs avant qu'il y ait des Français sur ce territoire. Des Français, d'abord, il faut savoir ce que... avant qu'il y ait des Francs, plusieurs siècles avant qu'il y ait des Francs. Donc c'est là que il y a quelques éléments archéologiques qui nous montrent, en plus des textes qui parlent des Juifs très tôt, qui nous montrent une présence probable dans le Sud, comme citoyen romain, hein, comme on disait, dès le 1er siècle, avant ou après. Hein, et donc, Paul Salmona en a largement parlé dans un livre ad hoc, mais aussi dans l'encyclopédie, et d'autres. Donc, on fait une reconstitution de cette fameuse maison sublime, synagogue, yeshiva, on ne sait pas exactement, peut-être tout ça en même temps, mais en tout cas en pierre à Rouen, dans une ville qui est essentiellement, et d'ailleurs qui a brûlé plusieurs fois, qui est essentiellement en bois. Donc c'est quand même, non pas la preuve d'un royaume juif, parce que évidemment faire de l'histoire, c'est démonter les légendes, d'un royaume juif, comme on a pu dire, ou d'un royaume juif à Narbonne aussi. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à ça parce que je suis de l'Hérault, et donc tout d'un coup, je me disais, tiens, j'ai peut-être des ancêtres, mais non. Même si Narbonne a été une yeshiva très importante. Alors, cette première... Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'on a voulu faire, si vous voulez, c'est que au moment où ça, tout le monde le sait, où ça se gâte, hein, j'allais dire, 11e, 12e siècle, 13e, 14e horrible, etc., pour tout le monde d'ailleurs, et pour les Juifs, avec les croisades, avec la guerre de 100 ans, etc., c'est là que, au plus fort des persécutions, parce que c'est ça qu'on a dans la tête, hein, c'est les persécutions médiévales, voilà. Bon. Mais au plus fort de ces persécutions, on a largement fait place au judaïsme français, donc, Rachi, on l'appelle Al-Salfati, le français, de Troyes, mais autour de Paris, dans une multitude de lieux, Évreux, etc., où les échanges se font, et où ce qu'on appelle, ce qu'on a osé titrer, l'âge d'or du judaïsme français. On va revenir sur Rachi tout à l'heure avec Julien Darmon, mais quand même, cette première grande partie s'achève avec l'expulsion donc des Juifs de France, 1394, l'une des expulsions, la dernière expulsion, qui va mettre un point final à la présence juive en France jusqu'au début de l'époque moderne. Au départ, pourtant, la présence des Juifs au sein de la société française n'était pas vraiment perçue comme un problème, et pour la couronne en tout cas, jusqu'à ce règne de Louis VII, qui s'achève en 1180. Et les choses commencent à changer avec Philippe Auguste, donc,
comment on peut expliquer, peut-être, Sylviane Goldberg, comment est-ce que les Juifs sont devenus, entre guillemets, un tel problème pour la couronne à ce moment-là? Il y a plusieurs types d'explications possibles. La plus évidente, celle qui ressort le plus du parcours culturel et mental de l'Europe, c'est la christianisation. C'est-à-dire qu'au début, l'évangélisation de l'Europe est très lente et les monarchies ne se réclament pas d'être des monarchies de droit divin. Et petit à petit, le christianisme s'impose et la monarchie veut s'imposer comme étant de droit divin. Et alors là, on a affaire à la théologie chrétienne. L'espèce de période, alors que j'en qualifie d'âge d'or, ce que je n'oserais jamais faire, mais bon, c'est une manière de vendre une période, je dirais, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de persécution. Il n'y a pas eu de persécution qui soit absolument catastrophique. Il y a eu des petites persécutions, il y en a eu tout le temps. Mais toutes ces persécutions sont liées à la fonction théologique. C'est-à-dire qu'au niveau des relations, tant que les gens, et on peut le voir très bien dans les sources des 8e et du 9e siècle, avec la position de l'archevêque de Lyon, Agobard, qui ne fait que se plaindre auprès du roi de la position des Juifs, qui sont arrogants, qui attirent à leur prêche les bons chrétiens plus que les curés, que les chrétiens considèrent comme des ignorants. On peut voir que les seigneurs locaux ont comme conseillers des grands rabbins. Nous avons Rabbi Noutam, par exemple, qui est un conseiller direct de son seigneur. Mais plus la théologie s'impose, et ça, bon, c'est quelque chose qu'il faut faire remonter à la période des pères de l'Église, et devient prégnante à l'intérieur de la culture des élites, moins la position des Juifs est défendable. Tant qu'on pouvait s'asseoir sur leur présence pour nouer des liens commerciaux, pour expliquer même les évangiles, on avait besoin absolument des rabbins qui pouvaient comprendre l'hébreu, qui pouvait expliquer la Bible à part les rabbins. Certainement pas les curés de campagne qui annonnaient à peine 3 mots de latin et connaissaient pas un mot d'hébreu. Donc il y avait un besoin à la fois pour toutes sortes de raisons économiques et culturelles de la présence juive, mais plus la théologie s'impose et plus les chrétiens se cultivent, je dirais, moins ils ont besoin des juifs, tant au niveau économique qu'au niveau culturel. C'est ça. Mais c'est là qu'on arrive à l'autre partie. Une fois qu'on a expulsé les Juifs, il y a en quelque sorte une présence juive virtuelle, impalpable, qui a pénétré la culture chrétienne, d'ailleurs, pas seulement française. Julien Darmon, sur ce point, peut-être aussi des raisons économiques, peut-être on oui, peut penser... Oui, des raisons bassement économiques. D'après ce que nos auteurs nous ont raconté dans cette encyclopédie, l'une des motivations de Philippe Auguste pour expulser les Juifs, c'est d'abord pour leur prendre leur argent. Et s'il a besoin de leur argent, c'est parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a mené beaucoup de guerres, et des guerres essentiellement à l'intérieur de son royaume, puisque Philippe Auguste, c'est le début de l'extension du domaine royal, c'est-à-dire qu'avant Philippe Auguste, le roi règne nominalement sur tout le royaume de France, mais en réalité, il y a des grands duchés, des grands comtés qui sont quasi autonomes, le duché de Bretagne, le comté de Champagne, etc. Et c'est pas que par rapport aux Juifs, c'est aussi le contexte de la croisade contre les Albigeois qui va servir au pouvoir royal d'étendre le domaine royal progressivement à toutes les frontières du royaume. Pour ça, on a besoin de beaucoup d'argent, notamment de la vieille communauté de Narbonne. Et donc, c'est aussi une des motivations. Et c'est la grande difficulté, d'ailleurs, après de la périodisation, parce qu'on parle de l'expulsion de 1394. C'est vrai qu'on a choisi ça comme césure, mais en réalité, on n'allait pas prendre celle de 1180, parce que pour le coup, c'est avant l'extension du domaine royal. Donc, quand Philippe Auguste expulse les Juifs de son domaine, il les expulse de la région parisienne, essentiellement. Mais l'expulsion de Philippe le Bel, après, a été beaucoup plus marquante. Et dans le siècle qui suit cette expulsion-là, les Juifs sont rappelés et réexpulsés. Et l'expulsion de 1394 est gardée comme définitive. Mais en réalité, quand on dit qu'ils reviennent au début de l'époque moderne, ça veut dire qu'ils reviennent moins de 100 ans après, puisque ça va être les Maranes qui vont arriver
dans le contexte de... C'est pas exactement comme ça, parce qu'il y a des juifs qui restent. Hein. Et il y a des juifs qui restent. Ils sont expulsés dans les textes. Voilà. Mais ils vont... Alors, on les expulse d'un endroit, ils vont dans le village d'à côté. Si on les expulse de ce village, ils changent de région, ils traversent les Alpes, ils vont ailleurs. Mais en fait, il y a toujours des juifs en France. Et il y a des seigneurs qui refusent que le pouvoir royal expulse les juifs. Donc tout est beaucoup plus complexe que ça. Et vous allez avoir la même chose en Provence, par exemple, on en parle assez peu. Mais en Provence, quand le roi de France va annexer la Provence, il va donc en 1501 prendre un décret d'expulsion des Juifs de Provence. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui partent loin de l'autre côté de la frontière italienne, quoi. Ou alors qui vont aller dans le comtat venessin, qui fait partie de la Provence, et là c'est les États du pape. Et donc la doctrine papale veut que les Juifs aient le droit de continuer à pratiquer le judaïsme dans un état humilié, mais de continuer. Et puis il y a des gens qui choisissent d'être des néophytes, c'est-à-dire des maranes, c'est-à-dire on se convertit en façade au christianisme, mais en réalité on continue à pratiquer le judaïsme, on continue à se marier entre néophytes ou avec des juifs du comtat venessin ou avec des juifs italiens. Donc c'est ça qui est intéressant d'essayer de périodiser, c'est qu'on se rend compte que non, il y a plus de continuité que de rupture. Il y a de l'événementiel, mais il y a quand même des continuités. Même 1791, c'est vrai que c'est un événement au sens de statut juridique, mais c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ça a été préparé par des siècles d'intégration déjà du droit rabbinique et du droit on va en parler français de tout cela. Effectivement, bon, continuité, rupture, je crois que c'est une grande classique pour beaucoup de questions. Sur l'expulsion, moi je suis quand même frappé du fait que finalement en France, on a en tête l'expulsion des Juifs d'Espagne, tout le monde pratiquement, on peut donner la date, etc. L'expulsion des Juifs de France, c'est moins évident. Est-ce que c'est parce que ça s'est passé comme ça par à coup, ou est-ce que comment vous avez une explication pour laquelle finalement cette mémoire de l'expulsion des Juifs de France n'est pas aussi présente même que celle des Juifs d'Espagne? Les explications, on les a. L'imprimerie n'existait pas. Et donc, nous avons beaucoup moins de documents et de témoignages. Toutefois, il faut revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette expulsion est restée très longtemps, pendant des siècles, dans les mémoires des Juifs qui ont quitté la France elle-même. Ceux qui sont allés notamment en Allemagne ont gardé dans la liturgie les noms de certains des Juifs français qui étaient morts en martyrs, qui avaient été assassinés, en rappelant aussi les localités. Ce qui fait que les localités dans lesquelles se sont déroulés des drames dans l'histoire des Juifs de France ont été portées par la mémoire de tous les Juifs ashkénazes pendant des siècles et le sont encore aujourd'hui. Et puis, il y a cette universalisation des rituels français qui sont passés dans tous les rituels ashkénazes, qui font que la spécificité de l'expulsion française, finalement, a été édulcorée au fil des siècles, parce que ce judaïsme français, c'est devenu simplement le judaïsme ashkénaze. Alors, on va avancer dans l'histoire, mais j'aurais quand même... Je voudrais juste dire que, de tout ce qui a été dit là, sur cette deuxième partie du Moyen-Âge, de ce qu'on appelle le Moyen-Âge, dit bien qu'il s'agit d'une histoire de France, ce livre. C'est-à-dire qu'on dévoile un pan essentiel, mais jusqu'à présent oublié ou occulté, sauf par les spécialistes, bien sûr, mais oublié dans la mémoire nationale de ce qu'a été l'ascension des Capétiens, et leur économie, et leur rapport avec leurs vassaux, etc. Ouais. Alors, avant de passer à la période suivante, quand même, on est obligé de dire un mot de Rachy. Vous avez déjà d'ailleurs évoqué son nom, peut-être Julien Darmon, à Troyes en Champagne. C'est là où fut mis par écrit aussi le commentaire de Rachy, qui figure désormais dans toutes les éditions de la Bible et du Talmud. Est-ce qu'on peut dire que cette œuvre absolument colossale de Rachy, Julien Darmon, a été marquée d'une façon ou d'une autre par l'esprit français, par le fait qu'il était en France, ou est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il ait fait ce travail tout à fait ailleurs? Comme toute œuvre comme ça exceptionnelle, l'émergence de Rachy, c'est d'abord un mystère. C'est-à-dire qu'on sait vaguement qu'il a étudié dans des académies talmudiques qui existaient outre-Rhin,
Donc c'est d'abord là-bas que ça naît. Mais comment est-ce qu'il a vraiment travaillé? C'est-à-dire comment est-ce que lui a pu faire un commentaire comme ça, non seulement de toute la Bible, mais de tout le Talmud, alors que, a priori, il n'y avait pas un seul endroit dans le monde, sauf peut-être à Bagdad, où il y avait un exemplaire complet de tous les traités du Talmud, parce que Rachi lui-même nous raconte qu'il a dû voyager pour pouvoir étudier tel ou tel traité. Il a ramené de Mayence son exemplaire, mais il l'avait appris par cœur. Voilà. En fait, il n'y avait pas d'exemplaire écrit. Je vous rappelle qu'il n'y avait toujours pas l'imprimerie, même à l'époque de Rachi, donc au Xe et XIe siècle. Et en fait, tout l'enseignement juif passait par l'oralité. Les gens apprenaient par cœur et transmettaient à leurs élèves. C'est vrai pour la Mishnah, mais pour le Talmud, c'est moins évident quand même. Non, mais ils le connaissaient entièrement. Bon. C'était la manière dont on a étudié jusqu'à ça existe encore aujourd'hui, vous savez. de l'imprimerie. Oui. Et d'ailleurs, ça se faisait encore dans la Pologne du XIXe siècle. Dans les écoles rabbiniques, les enfants apprenaient par cœur. Et alors aujourd'hui, on utilise l'expression appuyer sur le bouton, mais l'usage dans les écoles rabbiniques lituaniennes, mais pas seulement, c'était de citer un passage du Talmud et de demander à l'enfant de réciter toute la page, enfin toute la Sougia. Donc c'est l'enseignement modèle. Mais l'envergure de Rachi, elle n'est pas née toute seule. Alors c'est vrai que c'est plongé dans le mystère parce que nous n'avons pas la documentation sur ces sources. Mais nous savons qu'il y avait des grands savants qui l'ont précédé en France, notamment. Nous avons des exemplaires de glossaires hébreux et vieux français qui montrent que déjà il se passait des choses. Et puis lui-même dit qu'il a été à Mayence apprendre son Talmud qu'il a ramené. Maintenant, l'enseignement dans une école rabbinique, comme on dit une académie, c'est quand même quelque chose, excusez-moi, d'un peu particulier parce qu'il faut imaginer un maître et ses élèves qui vivent ensemble 24 heures sur 24, qui étudient ensemble, certes, mais l'étude, elle est à chaque instant. Ce n'est pas un moment qui est consacré à l'étude, c'est toute la vie, donc 24 heures, qui est consacrée à cette étude qui se fait sur chaque instant. C'est aussi bien la manière de manger, c'est la manière de dormir, c'est la manière de se vêtir. Donc on voit que Rachi n'était pas vraiment un vigneron, alors c'est ça qu'on apprend. Oui, on ne sait pas en fait. Bon. Mais non, je voudrais revenir sur justement sur le sujet du livre, le thème du livre, sur cette osmose. Alors que Rachi ait été influencé peut-être par le fait d'être en milieu français, c'est une chose. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ces gloses, on l'a souvent dit, ont apporté des connaissances tout à fait... Et celles de ses successeurs français. Pour l'ancien français. Oui, c'est-à-dire que le commentaire de Rachi a été vraiment, par sa capacité de traiter d'une manière cohérente et homogène tout le Talmud et toute la Bible a quand même servi de socle jusqu'à aujourd'hui à toute l'étude ultérieure. C'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'un autre savant qui, pour le coup, est andalou, mais qui vient aussi étudier en France, Abraham Ibn Ezra, il est quasi contemporain de Rachi. C'est l'un des rares commentateurs qu'on a qui n'est pas totalement influencé par Rachi, parce que ceux qui viennent après vont toujours devoir se situer par rapport à Rachi. Et ça, c'est lié non seulement à la personnalité de Rachi, mais aussi à la centralité des académies talmudiques françaises établies par ses petits-fils et leurs successeurs, qui vont être le point nodal de toute l'étude en Europe, c'est-à-dire que c'est là que les maîtres allemands vont venir enseigner, que les maîtres espagnols vont venir se mettre à l'école de ces maîtres allemands et de ces maîtres français, et qu'on va avoir une Europe du savoir rabbinique. Et ça, c'est la spécificité de la France, tout simplement par sa position géographique. Et je voulais parler des gloses de Rachi aussi par rapport à ce qu'elles ont apporté à la connaissance de l'ancien français. Oui, c'est-à-dire que de plusieurs fait, milliers de termes. Ce qu'on voit, c'est que Rachi, pour expliquer des mots difficiles du texte biblique ou talmudique, il va parfois employer des mots français, tout simplement parce qu'il s'adresse à des élèves qui parlent le français, ou en tout cas la variante locale du français. Vous rappelez que l'hébreu n'était pas parlé. Voilà, c'est pas des gens qui parlent hébreu, c'est des gens qui parlaient français. tous français, enfin les langues françaises ou les langues allemandes ou les patois locaux. Voilà. Et donc comme il explique ça et qu'il fait une œuvre monumentale, donc on se retrouve avec un volume de mots en ancien français qui n'a pas son équivalent dans la littérature chrétienne pour le coup, qui elle écrit exclusivement en latin. Alors, on va sauter cette longue éclipse, finalement, qui va de cette date de l'expulsion, 1394, jusqu'au début du règne de Louis XIV à peu près. Je voudrais qu'on
dans la deuxième grande période donc, qu'on aborde, qui va de l'Ancien Régime donc, à la Révolution, on trouve notamment un article de Tristan Allonge qui est intitulé « Quand les auteurs français redécouvrent le peuple d'Israël de Rabelais à Racine ». Le chapitre évoque également la maranité supposée, en tout cas, de Montaigne. Un peu plus loin, il y a un autre éclairage sur Jean-Jacques Rousseau, qui se demande, on peut se demander, c'est pas le premier des sionistes, puisque on connaît sa fameuse phrase dans l'Émile, je ne croirais jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs qu'il n'ait un État libre, des écoles, des universités où ils puissent parler et discuter sans risque. Alors seulement, nous pourrons savoir ce qu'ils ont à dire. Et puis, c'est une phrase qui résonne singulièrement aujourd'hui, 75 ans après la création de l'État d'Israël. Que dire de cette imprégnation du fait juif dans la culture française, disons de la Renaissance jusqu'aux Lumières, peut-être ou peut-être Jean Moupata, vous voulez dire un mot ? Quand je charriais un peu Sylviane sur cette deuxième partie tout à l'heure, c'est parce qu'effectivement, elle a souvent mis en évidence que c'est peut-être la partie la plus originale dans ce qu'elle va apporter à un public qui ne sait pas que au moment où théoriquement, alors là c'est très théorique, mais théoriquement il n'y a plus de juifs dans le royaume de France, c'est à ce moment-là la culture, la théologie, les jansénistes, etc. sont obsédés par le fait juif. Et Racine, Esther de Racine, etc. Le destin du peuple juif. Alors c'est pas seulement parce que c'est la Bible, c'est aussi que les jansénistes, les protestants se vivent littéralement comme le petit reste d'Israël. Donc il y a une multitude de cas comme ça qui sont exemplifiés, alors qu'en même temps, évidemment, théoriquement, il n'y a plus de juifs, mais on sait bien qu'avec ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens ou les portugais du côté de l'ouest et de Bordeaux, ils sont arrivés et ils se dévoilent très rapidement. Donc là, en fait, on veut dire, ils reviennent vers quelle année de manière un petit peu nombreuse vas-y, je sais. Bon, d'abord, c'est pas ils reviennent, c'est pas les mêmes. Oui. Ils n'ont rien à... C'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas du tout ça. C'est pas un retour. Je parlais des personnes de confession. Ce sont même pas des... Enfin, on ne saura jamais. Mais a priori, ce ne sont pas des descendants parce qu'ils viennent justement de ceux qui étaient dans la péninsule ibérique. C'est-à-dire les Juifs qui n'étaient pas forcément en France. Peut-être que certains sont arrivés de France aussi avec les mouvements de population. On ne saura jamais remonter aussi loin. Mais ceux-là sont directement venus en fait du Portugal après avoir subi la conversion forcée de tous les Juifs, donc c'est fin 15e, début 16e siècle, et ils arrivent justement parce qu'ils disposent du baptême. Donc ils ont été blanchis par les eaux baptismales et on peut les traiter en êtres humains. Ce ne sont pas juste des individus sans statut. C'est la raison pour laquelle ils obtiennent des lettres patentes, c'est-à-dire des lettres royales, qui leur accordent le droit de résider en France, parce que il faut comprendre qu'on vous dit une chose et en fait son contraire, parce que c'est juste compliqué. Les Juifs sont en France, mais ils n'ont pas le droit d'y être. C'est-à-dire que leur existence n'est pas reconnue. Mais il y en a. C'est ce qu'on vous a dit. Mais il faut garder en tête qu'ils ne sont pas supposés être là et que du point de vue de la loi, ils n'ont pas le droit d'acheter des maisons, ni d'en louer, ni de posséder des cimetières, ni d'exercer aucune profession. Or, ce que les lettres patentes apportent à ces marchands portugais, qu'on appelle aussi nouveaux chrétiens, c'est justement tous ces droits-là devant la loi du royaume français. Ce sont des maranes essentiellement, quand vous parlez de... Alors, on ne saura jamais jusqu'à quel point ils sont restés maranes ou s'ils sont retournés au judaïsme dès qu'ils sont arrivés en France, on ne peut pas le dire. Simplement, on voit que assez vite, alors que l'Église les reçoit tous les dimanches à la messe, qu'ils s'épousent mutuellement dans les églises, ils font aussi assez rapidement une deuxième cérémonie pour le mariage, et que l'Église ne va pas tarder à leur octroyer un cimetière de manière à ce qu'ils puissent enterrer les leurs, non pas dans la terre consacrée,
par les eaux chrétiennes, mais dans un petit endroit qui leur sera réservé. Ce qui fait bien voir que finalement leur baptême ne trompe personne et que l'on sait très bien que ces nouveaux chrétiens ne sont pas entièrement chrétiens. Maintenant, leur degré de judéité dans les pratiques ou dans l'affirmation identitaire, nous pouvons le voir évoluer au cours du 1er siècle. Au XVIIe siècle, ça ne fait plus l'ombre d'un doute qu'il y a même un enseignement juif qui est pratiqué dans ces communautés-là, mais à leur arrivée, difficile à dire. Et au XVIIe siècle, où il y a une sorte de renouvellement de l'expulsion, sous la Régence, 1615, je crois, un renouvellement de l'expulsion qui ne sert à rien et qui ne veut rien dire, mais c'est une sorte de réaffirmation du pouvoir royal par rapport à cet état de fait qui va continuer, alors là, d'une manière assez massive, avec l'extension du domaine royal du côté de l'Est, du côté de la Lorraine et surtout de l'Alsace, où là, les Juifs sont très nombreux. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose sur l'accueil qui a été réservé à ces marchands portugais. Il ne faudrait quand même pas penser qu'on les a accueillis les bras ouverts juste parce qu'ils avaient reçu le baptême, contrairement à ce que je viens de dire. On les a aussi également accueillis parce qu'ils possédaient des réseaux commerciaux outre-Atlantique et outre-Méditerranée et dans toutes les grandes capitales où se trouvaient d'autres communautés de nouveaux convertis. Ce qui donnait à la France un nouveau créneau commercial et économique de grande importance. Il n'y a pas que la théologie dans la vie, il y a aussi l'économie. Julien Darmon. Oui, là-dessus avant qu'on passe à la Révolution. Pour revenir sur le début de votre question sur leur place dans la littérature, il faut voir que ces siècles-là du début de l'époque moderne, c'est aussi des siècles de la puissance de l'imaginaire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est à la Renaissance où la société européenne va s'affranchir justement du strict cadre de la théologie pour aller chercher d'autres mythologies, d'autres référents culturels, d'autres référents littéraires, d'autres référents scientifiques, et que là-dedans, de la même manière qu'il y en a qui vont aller chercher dans l'Antiquité grecque, il y en a qui vont aller chercher dans l'Antiquité biblique, mais en tant qu'imaginaire antique, pas forcément en tant que racine religieuse, et aussi plus largement dans des imaginaires plus farfelus, c'est-à-dire qu'on sait peu, mais il y a certains auteurs français qui se disent en réalité, les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, une notion qui commence à naître à cette époque-là, notion qui n'avait aucun sens au Moyen-Âge, les Gaulois, ce sont l'une des tribus perdues d'Israël. Exactement à la même époque où vous avez certains anglicans qui s'imaginent que la Grande-Bretagne, c'est aussi que les Grands-Bretons, ce sont des descendants des tribus perdues d'Israël. Donc il y a tout cet imaginaire-là, et il y a cette coexistence sans coïncidence très bizarre, très significative, entre d'un côté des Juifs réels qu'on ne veut pas voir, que le droit ne veut pas voir, et de l'autre côté, mais qu'on fréquente, évidemment, et de l'autre côté, des Juifs imaginaires auxquels soit qu'on soit comme repoussoir, parce qu'il y a aussi tout un imaginaire du méchant juif, soit auxquels on s'identifie, y compris les protestants, qui vont s'identifier non seulement aux Juifs déportés à Babylone, mais aussi aux Juifs expulsés d'Espagne, parce que c'est l'Église catholique qui a persécuté les protestants, qui a déjà persécuté les Juifs en Espagne. Donc voilà, tout ça est un mélange assez bizarre et assez fascinant. Alors, on en vient à la Révolution, on est obligé d'avancer un petit peu dans le temps. Quelques années avant, donc en 1785, la Société royale des arts et sciences de Metz organise un concours de dissertation sur la question suivante: est-il des moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France? Alors on a surtout retenu le texte de l'abbé Grégoire qui évoque une nécessaire régénération. Il s'agirait d'adapter les Juifs à un nouveau statut civique. Et pour cela, dit-il, ils devront se défaire de leur yiddish et autres rêveries talmudiques. Entre parenthèses, je ne sais pas, il ne faut pas avoir ouvert une page de Talmud pour penser qu'il s'agit de rêveries, de contenu du Talmud. Mais bon, à propos de l'abbé Grégoire, peut-être on peut en dire un mot quand même. Il y a un encadré qui s'interroge dans le livre, qui s'intitule « Était-il un défenseur ou un convertisseur des Juifs ?»
Alors, quel est votre avis, Sylviane? Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, évidemment. Je n'ai jamais d'avis tranché sur les questions. Mais je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il n'était pas tout seul, l'abbé Grégoire. Ils ont été plusieurs à répondre à ce concours de Metz. Alors, il y a eu un certain abbé Maury qui a écrit un pamphlet absolument antisémite. Et puis, il y avait un juif venu de Pologne qui s'appelait Zalkind Hurwitz, qui était le bibliothécaire de la Bibliothèque royale et qui a sorti un pamphlet, une diatribe intégrale contre les rabbins, contre le savoir juif et contre les langues juives aussi, en fait. Et l'abbé Grégoire a repris quelques éléments du texte de Zalkind Hurwitz, qui finalement, dans un premier temps, n'a pas eu le prix. À la fin, il a fini par en avoir un ex aequo. Mais l'abbé Grégoire est une grande figure, en fait, de la culture française, parce qu'il s'est également illustré sur la question de l'esclavage des Noirs. C'est pas seulement la question des Juifs. On le retient parce que c'est déjà une figure. S'il ne s'était occupé que des Juifs, on l'aurait probablement oublié. Alors, convertisseur, certainement. À l'époque, tout le monde voulait convertir les Juifs. Je crois que même certains Juifs auraient bien voulu être convertis. Pas tous, mais probablement certains d'entre eux. S'ils le voulaient, le pouvaient peut-être. de Grégoire à Clermont-Tonnerre, parce qu'il faut aussi dire un mot de la Révolution elle-même, avec sa célébrissime formule « Tout refuser aux Juifs en tant que nation et tout leur accorder comme individus ». On est le 23 décembre 1789. C'est une manière de proposer donc une émancipation donc des Juifs en niant en même temps l'existence qu'il y ait un peuple juif. On retrouve là peut-être cette ambivalence de la France des Lumières et de la Révolution face à la question juive. Julien Darmon. Alors vas-y toi. Vas-y, allez-y. Non, mais... En fait, cette magistrale formule, elle vient d'Autriche. Alors, on l'a repris dans l'historiographie française, c'est une belle formule, c'est un beau mantra, mais en fait, c'est issu des penseurs qui étaient liés aux édits de tolérance qui ont été édictés par Joseph II. Et nous avons justement un article qui montre à quel point ça a été tiré directement des formulations qui ont été émises au moment où... alors nous sommes à une époque où il s'agit de monarchie éclairée. Nous sommes à l'époque des Lumières, nous sommes à un moment où les monarques pensent devoir avoir des devoirs à l'égard de leurs citoyens. Et ils réalisent que parmi leurs citoyens, ils ne sont pas tous catholiques ou protestants, et qu'il y a des diversités. Donc ils vont se pencher, à partir de l'époque des Lumières, c'est ce que fait Joseph II, sur toutes les disparités qui existent. Ainsi, alors que Malesherbes a lancé le projet et réalisé pour les protestants, Louis XVI lui a demandé de faire la même chose pour les juifs. Et il a commencé ses travaux. En 1788, Malesherbes est en train de travailler sur l'émancipation des juifs et l'obtention des droits. Maintenant, ça ne pourra pas se réaliser parce que la Révolution éclate et qu'au moment de la Révolution, pendant tous les débats de la Constituante, finalement, on ne sait pas trop où placer l'émancipation et le droit des juifs. Et lorsque, à la fin, on va leur accorder cette émancipation, c'est avec les reliquats, tous ceux qu'on avait oubliés au moment des décrets d'émancipation. Mais il n'y a pas... et c'est ça qui est curieux, parce qu'on rentre en plein dans le grand paradoxe de l'image exemplaire de la Révolution française qui libère les Juifs. Je dirais qu'ils ont libéré et émancipé les Juifs, d'abord presque... par hasard, enfin pas par hasard, mais parce qu'ils n'avaient plus le choix. Ça faisait, il y avait les prostituées, il y avait les bourreaux et les comédiens, tous ces gens-là qui n'avaient pas de statut dans la société, il fallait en faire quelque chose. L'émancipation des individus, oui. Pas les reconnaître en tant que nation, là vous avez affaire à une notion juridique essentiellement. C'est la notion de la communauté telle qu'elle a été élaborée à partir du Xe siècle. C'est-à-dire que les individus juifs n'ont pas de statut civil individuel, mais leur communauté et leur personne morale, pour essayer de le dire dans les termes d'aujourd'hui. Donc on abolit cette personne morale, les gens juifs, en l'occurrence, deviennent des individus, plus une nation. Jean Moutaba, là-dessus, vous vouliez... Oui, là c'est un exemple, ce que vient de dire Sylviane, c'est un exemple de sa méthodologie qui consiste à faire en même temps, que je disais, c'est une histoire de France, c'est une histoire globale des Juifs aussi,
puisque là, on voit bien qu'il y a une dimension européenne. Il y a des choses qui nous arrivent on dit l'émancipation avec une majuscule en parlant de la France, mais il y a eu c'était un mouvement, il y a eu importé en France par Mirabeau, grand admirateur de Moses Mendelssohn, mais il y a eu, avec Joseph II, donc des émancipations, celle de la France et dans un discours universaliste et catégorique, ça a marqué, mais on s'est un peu glorifié de cette majuscule, alors que c'est un mouvement européen. Et pour parler d'iconographie, juste une petite chose, Julien nous a trouvé une déclaration des droits de l'homme en hébreu. C'est vous qui l'avez trouvé. Oui, enfin, non, ouais. C'est l'un de nos auteurs qui nous a proposé ça comme icono, et quand on le déchiffre, c'est assez fascinant, parce que c'est quelque chose qui est daté des années 1795, je crois, à la Hague, si je ne me trompe. Et c'est très intéressant, parce que c'est une traduction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en hébreu, mais c'est une traduction-adaptation qui va reprendre de la terminologie talmudique, de formule de droit universel tiré du Talmud, et qui va interpréter les principes de la Révolution dans un sens qui intéresse les Juifs. De la Déclaration des droits de l'homme, avec la figure d'étape de la loi. Hein. Mais par exemple, pour les Juifs, la question de la liberté, égalité, fraternité, la liberté, pour eux, c'est avant tout la liberté de religion, la liberté de réunion, la liberté contre les persécutions. Donc on a cette interprétation juive des principes de la Révolution. Et je voulais revenir aussi sur les débats qu'il y a au niveau de la Révolution, parce que c'est en réalité des débats qui sont aussi actuels. C'est-à-dire la grande question qui se pose au moment de l'émancipation, c'est est-ce que c'est une émancipation de principe, c'est-à-dire que la nouvelle pensée de la Révolution oblige de manière inconditionnelle à émanciper tout le monde, à rendre tout le monde égal, donc aussi bien les Juifs que les acteurs, qui sont émancipés en même temps, ou est-ce qu'on va dire non, mais attention, il faut qu'il y ait une intégration avant d'émanciper, et donc par exemple on va d'abord émanciper les Juifs bordelais parce que eux ils sont déjà plus ou moins français, mais les Juifs alsaciens, on va attendre un petit peu qu'ils soient plus émancipés. Et puis d'autres qui disent mais non, mais c'est justement l'idée que c'est l'émancipation qui va leur permettre l'intégration. Et c'est comme ça qu'on va arriver ensuite à l'œuvre napoléonienne, qui va trouver que finalement ces Juifs, soit on les a émancipés un peu trop vite, soit ils ne s'assimilent pas assez vite, et donc on va un peu leur forcer la main. Voilà, troisième grande partie qui s'intitule « Le principe républicain à l'épreuve ». Qui commence effectivement avec Napoléon, réunion de ce fameux grand Sanhédrin, avec cette question: comment concilier citoyenneté et droit talmudique? Période centrale, cruciale aussi, de transformation, on va dire, du statut pour les Juifs de France. Peut-être Jean Moutapin, un mot là-dessus, peut-être, sur ce moment napoléonien. C'est pas... il faut... soyons clairs, moi je suis pas historien. Hein. Et donc c'est pas ma période de prédilection. J'ai de grandes passions concernant le 19e siècle sur la littérature, sur les romantiques et les juifs, ou sur la musique. Alors, sur ce grand Sanhédrin, qui est-ce qui veut dire un mot peut-être? Alors Sylviane Goldberg. Oui, avec votre micro, merci. Oui. Alors, le principe républicain à l'épreuve, pourquoi? Parce que, Julien vient d'en dire un petit mot, en quelque sorte, il a introduit toute cette partie. La République a des principes, mais la population française a aussi des velléités anti-républicaines. Et donc, à partir du moment où l'émancipation des Juifs est devenue l'un des étendards de la Révolution française et du système de valeurs républicaines, chaque fois... et c'est quelque chose qu'on peut retrouver jusqu'au XXe siècle, chaque fois que l'on veut s'attaquer aux principes républicains, on va s'en prendre également aux Juifs. Alors ça, on peut le voir. Alors c'est vrai que j'ai un faible pour l'image de mouvement à l'échelle européenne, mais le premier endroit où on peut le voir, c'est dans le sillage des troupes révolutionnaires
qui, lorsqu'elles arrivent dans des villes, que ce soit... Alors, l'exemple le plus frappant, c'est Francfort. Parce que Francfort, jusqu'à l'arrivée des troupes napoléoniennes et révolutionnaires, avait encore une ville juive entourée de murs. Et lorsque les troupes révolutionnaires arrivent, donc à Francfort ou dans certaines villes italiennes, ils fracassent les murs, ils mettent à bas les portes de ces villes juives, de ces ghettos, et ils plantent l'arbre de la liberté. On voit la même chose dans certaines villes italiennes. Et à chaque fois que les troupes révolutionnaires sont battues en brèche, eh bien, nous voyons des émeutes anti-juives qui se produisent. Et on peut voir ça en France un peu plus tard, au moment de l'affaire Dreyfus, par exemple. Alors là, vous avez une connotation supplémentaire, c'est la guerre de 1870, qui a introduit un nouvel acteur, c'est l'ennemi héréditaire allemand, absolument représenté par les Juifs d'Alsace, région qui a été disputée, conquise, reconquise et qui parle une langue un peu allemande, un petit peu particulière, c'est un peu un patois. Sont-ce des gens vraiment tout à fait français? On peut se poser la question, mais ils sont de toute façon sur la frontière avec la Prusse. Or, les Juifs d'Alsace ont conservé la langue allemande ou le judéo-alsacien et ils sont tout à fait désignables a priori comme les boucs émissaires faciles des idées anti-républicaines. Et c'est quelque chose qu'on va voir se monter régulièrement, c'est-à-dire que la République est toujours là, on la défend, mais il y a des creux de la vague. Et lorsque ce sont les idées anti-républicaines qui se manifestent le plus, on va s'en prendre aux Juifs qui incarnent les valeurs universalistes de la République. Oui, si je peux continuer, c'est vrai que l'image des vagues et des creux de vagues est très parlante, parce que quand on fait tout le parcours, on se rend compte que ça peut changer assez vite et de manière... assez naturel, mais de manière assez étonnante. C'est-à-dire que, par exemple, quand Napoléon réunit le Grand Sanhédrin en disant « bon, on va demander aux Juifs de se donner eux-mêmes les cadres de leur intégration plus rapide », Napoléon prend aussi une série de décrets, dont un décret qui s'appelle le décret infâme, qui rétablit des mesures discriminatoires contre les Juifs d'Alsace. Il ne faut pas oublier l'importance des cahiers de doléances alsaciens non plus. Exactement, il y a des causes à ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'il me semble que c'est en 1808, si je ne me trompe, le décret infâme, et que c'est censé durer 10 ans renouvelables, et puis 10 ans après, alors qu'on n'est même pas encore sous la République, on est encore sous la Restauration, finalement, non, personne ne trouve intéressant de prolonger ce décret infâme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont déjà été acquises. Et on voit, surtout à partir de la monarchie de Juillet, quand même, émerger toute une élite bourgeoise juive française, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la littérature. Donc il y a aussi des phases où finalement cette intégration des Juifs ne pose pas de questions. Alors oui, il y aura toujours des antisémites, il y a toujours à toutes époques des gens, des auteurs qui vont écrire contre l'influence juive et contre la République, etc. Mais souvent les mêmes. Alors, oui, c'est toujours les mêmes, mais c'est assez intéressant de voir que c'est pas parce qu'il y a une littérature, enfin c'est ce que Stephen Englewood explique dans son article sur l'antisémitisme en France, c'est pas parce qu'il y a une énorme littérature anti-juive puis antisémite qui s'écrit en France que dans les faits il y a des émeutes anti-juives ou de la discrimination réelle, etc. Donc c'est cette complexité qu'on a essayé de rendre dans cette histoire qui n'est pas qu'une histoire politique, mais qui est une histoire économique, sociale, culturelle, artistique. Voilà. Il y a quand même un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot israélite, parce qu'à partir de là, quand même, les Juifs deviennent officiellement des citoyens français de confession israélite. C'est l'âge d'or aussi des grandes synagogues, sur lesquelles pèse d'ailleurs le modèle de l'Église catholique assez souvent. Au total, 250 synagogues construites en France jusqu'en 1914. Dans son article intitulé « Être israélite français », Joël Seban écrit que le nom d'israélite incarne cette rencontre, ou plutôt cette synthèse, entre les valeurs universelles françaises et le judaïsme. Et c'est une synthèse qui va fonctionner plus ou moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, cette synthèse de l'israélite. Oui, quand on disait que... Ça ne fonctionne pas jusqu'à la Seconde. Enfin bon, c'est ce qui est marqué dans le livre, mais on ne peut pas tout forcément on disait reprendre. que l'antisémitisme
la rhétorique antisémite, qui vient d'ailleurs essentiellement et de plus en plus jusqu'à la fin du 19e, et de plus en plus des courants catholiques, mais pas que, je le dirai tout à l'heure, c'est une rhétorique anti-républicaine. Mais pourquoi? Parce que vous parlez d'Israélites, les Juifs sont justement ces fous de la République, selon l'expression de Pierre Bergbaum, le titre d'un livre célèbre. Petit à petit, bien sûr, ils ont eu accès à ces droits et ils épousent littéralement la France et à travers elle le principe surtout de républicain. Alors, je disais rhétorique antisémite qui est anti-républicaine, mais aussi d'une certaine gauche. Très tôt, Fourier, Proudhon, etc. Et évidemment, on ne fait pas l'impasse sur cette dimension-là. Voilà, qui a un petit peu d'actualité par ailleurs. Oui, israélite, on tenait à avoir un article là-dessus parce qu'on entend très souvent que israélite serait l'expression d'une certaine gêne des juifs français et que l'israélitisme, ce serait un mode d'assimilation. Or, ce que montre très bien l'article de Joël Seban, c'est que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que les israélites, c'est pas un terme qui est imposé aux juifs français, c'est un terme que eux-mêmes se choisissent parce que ils veulent se défaire du côté péjoratif du mot juif, qui à l'époque et encore pendant très longtemps et aujourd'hui encore dans certains dictionnaires a des connotations fortement péjoratives, mais pas pour en faire juste une simple confession. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui se revendiquent français de confession israélite, c'est des gens qui se revendiquent israélites français avec une majuscule, c'est-à-dire qu'ils revendiquent leur lien organique, historique avec le peuple d'Israël. C'est ça que ça veut dire pour eux. Et quand ils vont construire des grandes synagogues qui ressemblent certes un peu à des églises, c'est pas parce qu'ils veulent ressembler à l'église, c'est parce qu'ils veulent affirmer qu'ils ont une dignité égale à tous les autres cultes. Donc eux aussi ont droit à des synagogues monumentales, belles, où on se sent bien et où on se sent fier. Voilà. Je voudrais qu'on passe à... Et je voudrais juste ajouter que c'est pas rien d'avoir le droit de construire une synagogue. Mais d'autant qu'elles sont souvent financées par les municipalités. Il faut voir ça. Que la grande synagogue de la Victoire et que beaucoup d'autres grandes synagogues soient en partie financées par la municipalité, c'est pas du tout une évidence. Quelque chose où on est moins d'un siècle après une époque où les Juifs avaient à peine le droit d'habiter à Paris. Voilà, j'aurais aimé qu'on parle aussi de l'article intitulé « Des Juifs, des musiciens juifs au service du goût français ». Un article de Philippe Gomplowitz qui nous rappelle que le French cancan est directement adapté du galop infernal qui clôt l'Orphée aux Enfers d'Offenbach. Jacques Offenbach, né à Cologne, fils d'un chantre de synagogue arrivé en France en 1833. Ce qu'on appelle effectivement le goût français, alors lui c'est plutôt c'est l'esprit parisien, ce qu'on appelle aussi le grand opéra français, à l'époque dans toute l'Europe, c'est Fromental-Halévy, Meyerbeer, Offenbach. C'est-à-dire Jacob Offenbach, venu de Cologne, immigré lui-même, immigré allemand. Et tout va très bien, Madame la Marquise, à part que votre portable est tombé. Mais cet air lui-même, oui. Tout va très bien, Madame Paul Misraki. Peut-être on peut dire un mot aussi, puisque c'est l'un de vos thèmes. Oui, et puis aussi, ce qui me fait plaisir, j'ai appris là que l'auteur, je ne me rappelle plus comment c'est son nom, c'est Montéus, hein, je crois. L'auteur de Salut à vous, brave piou-piou du XVIIe, que me chantait mon grand-père, était un juif aussi. Alors tout ça, bon, on va avancer, tout ça va s'arrêter évidemment avec le dernière partie, troisième partie, dernier chapitre de cette troisième partie qui s'appelle La trahison, avec notamment l'article de Marc-Olivier Barourc, Vichy, la France et les Juifs. Bon, il faut quand même redire les chiffres, hein. 74 150 déportés, dont près de 11 000 enfants, seulement 15% de survivants. Et le constat, il y a une cassure dans le processus commencé avec la Révolution française, processus d'invisibilisation, d'assimilation de place naturellement trouvée
par les Juifs dans la société française. Bon, cassure, on peut dire irrémédiable, Jean Moutapa, entre les Juifs et la France. Il faudrait dire entre les deux mots quand même du fait que cet antisémitisme très virulent dans la presse du tout début du siècle, de la fin du 19e, tout début du siècle, autour de l'affaire Dreyfus et après, se calme, entre guillemets, se calme sérieusement avec la guerre de 14, avec l'Union sacrée. Même un Maurice Barrès reconnaît, parce qu'ils ont payé le prix du sang, dit-il, les Juifs dans ce qu'il appelle les diverses familles spirituelles françaises. Et on voit une littérature d'auteurs catholiques, on en reproduit, d'auteurs catholiques qui vont dans le sens, enfin, avec des préjugés toujours, mais qui vont dans le sens d'un intérêt pour le sort des Juifs ici et ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays. Non, mais c'est très important, parce que sinon, si on fait ce bond-là, bien sûr qu'il fallait faire ce chapitre 13 sur la Shoah, et il est fait au mieux par nos auteurs, Laurent Joly, René Poniarski, etc. Mais, comment dire, on a voulu avant et après. Ce qui est important dans notre histoire, c'est moins les chiffres même, et les faits sont là, c'est tout un chapitre très fort, très précis, qu'est-ce qui a été tué, quelle est cette culture, ces cultures, ce mélange, ce bouillonnement culturel franco-juif ou judéo-français qui a été tué là. Ça, c'est aussi intéressant. Sinon, on confine le monde juif au statut de la victime. Oui, je note quand même le mot « a été tué », effectivement. Ah bah oui. Quelque chose a été tué. Oui, je rajouterais qu'effectivement, nous, on avait l'idée, quand on a élaboré le plan, de pas trop en parler. C'était un peu difficile, évidemment, et on s'est retrouvé, ça fait quand même finalement le chapitre le plus volumineux, parce qu'on ne pouvait pas ne pas parler effectivement de la rafle du Veldiv, de tout ce qui s'est passé, mais on a essayé de garder ce cap, qu'on n'est pas là pour faire une histoire de la Shoah, parce que ça a été déjà fait des milliers de fois, y compris sur la Shoah en France, etc. Mais de se focaliser sur ce que ça nous dit, encore une fois, du rapport de la France et du pouvoir politique français aux Juifs. Pourquoi est-ce que la politique de Vichy envers les Juifs est telle qu'elle est, et pas la politique de l'Allemagne ou la politique de l'Italie ou la politique des Pays-Bas. Ça nous dit quelque chose de la politique française et de la place du fait juif là-dedans. Et puis aussi, ce qui était très important, c'est que oui, évidemment, il y a une rupture. On ne peut pas dire que ce n'est pas une rupture. Mais ce n'est pas une rupture que pour le monde juif, c'est une rupture pour le monde entier. Et au-delà de ça, ce qu'on a essayé de montrer aussi, enfin, c'est ce que les auteurs nous ont amené à montrer, parce que nous, on ne savait pas forcément, c'est en quoi les Juifs n'ont pas été que des victimes dans cette histoire-là, mais ils ont été des acteurs de la résistance armée, du sauvetage, que s'il y a eu autant d'enfants juifs qui ont été cachés dans des familles françaises de la zone sud, c'est parce qu'il y a eu des réseaux juifs qui ont fait en sorte que ces enfants puissent quitter la zone nord et se cacher. Et aussi, ce qui est très important, c'est que ce qui va se passer après-guerre, tout ce qui va être l'esprit juif, la culture juive, les structures institutionnelles juives, elles naissent par des juifs qui sont présents en France dans la résistance et qui vont, pendant la guerre même, penser l'après et construire l'après. Alors, merci beaucoup de m'aider à passer à cette dernière partie. Professionnel. La quatrième partie intitulée « Une société à réinventer ». Donc, après-guerre, je voudrais comprendre peut-être juste focus sur deux choses. D'une part, c'est difficile parmi tous ces contenus de choisir, mais je voudrais qu'on parle du renouveau des études juives en France, juste après-guerre, finalement, avec cette école d'Orsay, avec les colloques des intellectuels juifs, ce qu'on appellera plus généralement l'école de pensée juive de Paris, André Neher, Léon Ashkenazi, Eliane Amado, Lévy-Valency, bien sûr, Emmanuel Lévinas. Catherine Chalier dit dans son article, cite cette phrase programmatique
de Lévinas, après-guerre, il est temps de faire remonter à la clarté de l'intelligence moderne les cathédrales englouties dans les textes. Il y avait vraiment un geste là de reprise de toute cette tradition pour la mettre à la lumière finalement de l'intelligence générale dans cette école de Paris. Sauf que cette reprise, vous voyez bien que cette phrase de Lévinas, c'est une phrase qui ne peut se dire qu'en français, en fait. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en hébreu, et ça sonnerait complètement bizarre, même dans la bouche d'un juif américain. C'est une façon typiquement juive française de s'exprimer, finalement. Et c'est présenté comme un renouveau. Oui, vas-y, tu veux intervenir ? Oui, enfin, il faut quand même expliquer que repenser le judaïsme, ça a été commencé au XIXe siècle. Ça n'a pas attendu la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le parcours de la pensée juive française s'est effectué avec la colonisation. Les intellectuels juifs français ont suivi les voies maritimes et se sont implantés, ont ouvert des écoles, avec l'Alliance israélite notamment, où on a inculqué à des générations et des générations d'enfants, non seulement le français, mais les valeurs républicaines. Oui, mais ce n'était pas tout à fait l'esprit de l'école de Paris, parce que, comme l'expliquait Ashkenazi, c'est plutôt de faire parler le judaïsme des sciences générales, universitaires, renverser un petit peu la vapeur. Un instant, oui, je disais ça juste. Il y a eu donc déjà en quelque sorte une préparation qui s'est faite outre-Méditerranée grâce à tous les circuits des écoles de l'Alliance française, où on a appris à des petits-enfants qui, a priori, n'en avaient pas la moindre idée, ce qu'était que une pensée universelle, comment pouvait être envisagé un judaïsme à la lecture de la République. Ensuite, ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir du début du XXe siècle, un très grand nombre de juifs, enfin en tout cas ceux qui le peuvent, passent déjà par la Méditerranée pour venir s'installer en France et y étudier. C'est aussi ce que fait par exemple un Lévinas qui arrive d'Europe orientale. Un très grand nombre de Juifs arrivent en France et découvrent une nouvelle forme de pensée, le judaïsme, et de se découvrir en tant que Juifs. Certains pensent que le judaïsme, ce sont les valeurs de la Révolution. D'autres que c'est le Parti communiste. Mais il y en a d'autres aussi qui mettent au premier plan, et c'est vraiment le système des écoles de l'Alliance, la pensée juive. Et lorsque l'on va organiser le secours des enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, les cadres qui avaient été formés notamment chez les scouts, enfin chez les EI, chez les scouts français, ou qui avaient été formés même pour certains au cours du Collège de France et chez les plus grands intellectuels, vont se retrouver et vont organiser à la fois des cours d'instruction générale et des cours de judaïsme. Et c'est comme ça que va pouvoir se revisiter à nouveau auprès des survivants une pensée du judaïsme à la lueur de ce qui s'était produit. Il faut l'envisager sur la très longue durée parce que vous avez d'une part l'universalisme républicain qui a franchi les frontières de la France, qui s'est déplacé, et d'autre part la grande catastrophe qu'a été la destruction des parents de ces enfants, de toute leur famille, de tous ceux qui se sont retrouvés sans rien après. Et c'est ça qui a permis ce nouveau dialogue et ces nouvelles formes de dialogue qui s'est établi dans le cadre notamment des intellectuels, enfin des colloques des intellectuels de langue française qui réunissaient des grands penseurs juifs et non juifs. Maintenant, est-ce que c'est une période achevée? L'avenir nous le dira. Voilà, Julien Darmon, où on passe peut-être au deuxième focus que je voulais faire, c'est mai 68, parce que qu'on a pu qualifier de révolution juive. On se souvient du slogan « Nous sommes tous des juifs allemands ». Et pour la première fois, effectivement, ce mot juif est scandé par des manifestants qui prenaient en charge donc une valeur positive, ce mot. Il y a un article de Jonathan Judaken qui signe cet article intitulé « Les fantômes de mai 68 ». Il s'interroge: pourquoi les rebelles de mai 68 se définissent-ils soudain par une pareille identification aux juifs allemands persécutés par le nazisme? Et il conclut que résoudre cette énigme, c'est reconnaître le contexte juif sous-jacent, souvent méconnu, au cœur des révoltes de mai 68. Quelqu'un voudrait aider à résoudre cette énigme? Juste, on va en dire
quelques mots, parce que c'est vrai que ça reste une énigme. C'est-à-dire au-delà du constat que un certain nombre des grands leaders... un nombre certain. Hein. Un nombre certain, même. Oui, c'est-à-dire les Krivine, les Cohn-Bendit, comment il y a voilà, tout le monde les connaît. Au-delà de ça, qu'est-ce que ça nous dit du lien des événements de 68 avec l'émergence à la même époque de la connaissance des méfaits, pas seulement des Allemands, mais de la police française, du traumatisme des enfants qui, étant nés dans les années 40, sont forcément des enfants dont les parents ont connu la guerre. De l'autre côté aussi, toute une génération, on pense à Benjamin Stora, de juifs d'Algérie qui ont connu la guerre d'Algérie, qui ont connu la brutalité de la décolonisation et la violence de l'armée française dans la décolonisation. Moi, en lisant l'article, j'ai beaucoup de questions. J'ai pas de réponse. Je pense pas qu'on puisse dire, bah oui, voilà, ok, on a compris, mai 68, c'est une histoire juive, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des juifs non plus. Il n'y a pas que des juifs. On n'est pas dans du réductionnisme. C'est vraiment un écueil qu'on a essayé d'éviter. C'est pas parce qu'on essaye d'écrire cette histoire de France à travers le prisme de sa relation aux faits juifs qu'on en fait un principe explicatif de tout ce qui se passe en France non plus. D'autant que les destins des uns et des autres vont être extrêmement différents après 68 et donc après 67. Il y aura des retours du genre de Benny Lévy. Il y aura... parce que c'est une présence juive extrêmement prégnante, extrêmement évidente, si on regarde les noms, les patronymes, bien sûr, si tant est que les patronymes veuillent dire quelque chose, d'ailleurs, mais en même temps, c'est totalement caché, je dirais, derrière la rhétorique révolutionnaire, communiste, etc. Pour les communistes, il n'y a pas de Shoah. Pour les communistes, il y a des victimes du fascisme hitlérien. Donc, tout ça est un peu énigmatique. Il n'empêche que j'ai trouvé une image dont je suis assez fier d'un cinéaste qui est un montage, hein, en fait. Ça n'a pas existé, mais d'un grand, on dirait aujourd'hui, tag sur un mur parisien, un vieux mur parisien, où il est écrit « L'an prochain, la Révolution ». Alors, toujours pour montrer, alors on est obligé de faire des focus pour montrer toute la richesse de ce livre et toutes les dimensions qu'il embrasse. J'aimerais bien qu'on parle du chapitre culturel. Alors, vous avez parlé de patronyme, mais je vais vous laisser la parole, Jean Moutapa, pour parler de la chanson. Article de Philippe Gumplowicz, encore sur les chanteurs et les chanteuses d'origine juive qu'il qualifie de passeurs d'imaginaire. Alors, il en dresse une liste quand même. Bon, je ne vais pas toute la lire, mais quand même, 1 sur 2. Francis Lamarck, Ray Ventura, Paul Misraki, dont on a parlé, Jean Ferrat, Barbara, Régine, Gainsbourg, Béard, Distel, Moustaki, Macias, Dassin, Mardel, etc., jusqu'à Goldman, Bruel. D'aucuns parleraient quand même de surreprésentation, là aussi, dans la chanson française. Écoutez, comment on explique ça? L'article absolument passionnant de Gumplowicz ne se limite pas, justement, je dis dans mon avant-propos d'éditeur, dans les premières pages, que l'un des écueils aurait été de dresser des listes. Dresser des listes, c'est les antisémites qui font ça. C'est pas nous, si vous voulez. Ça ne veut rien dire, des listes. Hein. Des listes ou des faits... exactement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à mai 68, à l'instant. Hein. Alors pour ce monde, là aussi, il y a un caractère un peu énigmatique. Moi, je ne citerai qu'une chose, parce que c'est pas moi le spécialiste encore. C'est difficile de vouloir parler du contenu d'articles qui sont longs, qui rentrent ce sont des passeurs d'imaginaire, hein, c'est ça qui est noté dans l'article. Oui. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est sous-jacent tout ça. Je peux vous répondre que d'une manière très subjective. Ce qui m'a passionné, là-dedans, c'est le destin de Jean Ferrat. Jean Ferrat qui a bercé mon enfance, puisque j'ai dit je venais de l'Hérault, etc., qui a bercé mon enfance, communiste, et qui avait bouleversé mon enfance
avec la chanson Nuit et brouillard. Nuit et brouillard qui n'a rien de juif. Nuit et brouillard, c'était un Nacht und Nebel, c'était pas fait pour les juifs. Mais tout le monde l'a associé au sort des juifs, alors qu'il en parle d'une manière très communiste, c'est-à-dire d'une manière totalement non juive, puisqu'à un moment donné, il va jusqu'à dire, je me rappelle par cœur, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. Alors, Vishnu, je ne sais pas d'où il l'a sorti. Et les Juifs qui priaient Jéhovah, il faudrait les trouver. Et donc, tout ça pour rimer avec ne plus vivre à genoux. Alors, c'est pas une accusation contre Jean Ferrat, mais c'est cet intérêt qu'il y a sur le plan filmique. Il y a aussi cette étrange ambiguïté avec le film Le silence de la mer de Melville, qui reprend donc le livre de Vercors qui est d'origine juive, et qui, dans le film, va laisser introduire une mention de Treblinka, alors que dans le récit, c'est totalement impossible. D'ailleurs, dans le livre, ça n'existe pas du tout. Donc, il y a ces ambiguïtés-là, c'est ça qui est intéressant dans ce phénomène d'artistes, de cinéastes, de chanteurs juifs. Et tout ça est effectivement développé avec de nombreux articles aussi. Je voudrais qu'on dise un tout petit mot pour terminer, Julien Darmon, sur ce qui s'est passé au niveau de l'édition et au niveau aussi des médias, de la radio, de la télévision, les émissions de France Culture notamment et de France 2, enfin de Josie Eisenberg, le poids que ça a eu aussi dans la diffusion finalement d'une certaine culture juive dans le pays. Oui, ça peut paraître complètement anecdotique quand on fait une histoire de la France sur 2000 ans, de faire un focus comme on l'a fait sur les collections à thème juif dans les maisons éditoriales dans la deuxième moitié du XXe siècle, ou de parler du judaïsme, des émissions juives à la radio et à la télévision publique. Mais en fait, ça nous intéressait parce que ça dit quelque chose, encore une fois, de la place totalement différente que va assumer non pas les juifs individuels, mais le fait juif et la culture juive dans la culture française en général. C'est-à-dire, on ne va pas le résumer. D'ailleurs, on a fait une émission sur France Culture qui est passée ce matin, donc si vous voulez l'écouter, il y a 1 heure que sur ce sujet-là. Mais pour le dire en 2 mots, c'était cette idée-là. Voilà, qu'est-ce qui se passe à partir des années 50, puis des années 80, pour que des maisons d'édition comme Albin Michel, comme les PUF, comme les éditions de Minuit, comme le CERF, comme Kalman Levy, il y a une petite résonance, mais encore pas forcément, que décide de consacrer des collections où on va mettre des textes juifs, des textes de juifs qui parlent de judaïsme. Et pour le coup, c'est à chaque fois des histoires différentes qui disent quelque chose de particulier sur qu'est-ce que c'est que la culture française, que ce soit pour le CERF, l'aspect œcuménique, que ce soit pour Albin Michel, la volonté de se diversifier à partir de la notion un peu vague de spiritualité, que ce soit Verdier pour une pensée très philosophique et en partie héritière des survivants de la gauche prolétarienne, mais pas que. Voilà, beaucoup d'histoires. Et pour ce qui est de la télévision et de la radio, la grande spécificité, c'est que c'est à la télévision publique et à la radio publique, et que c'est justifié a posteriori dans les textes de loi français par la notion de service public, justement, et de laïcité, et cette idée qui paraît éloignée de notre conception aujourd'hui, que le service public a, parmi ses missions de service public, de refléter la diversité des modes de pensée philosophiques et religieux sur
ces ondes. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on fait le jour du Seigneur, eh ben, il faut qu'il y ait une émission juive, il faut qu'il y ait une émission protestante, et qu'en retour, ça va faire que tout un public français qui n'est pas parisien et qui n'est pas dans les grandes métropoles et qui donc n'a, dans tous ces 2000 ans, ou en tout cas depuis 200 ans, rarement vu des Juifs en vrai, eh ben, vont entendre parler à Nevers, à La Rochelle, dans plein d'endroits comme ça, ils vont entendre parler de judaïsme, et ça c'est très important aussi, de judaïsme pas seulement en tant que les persécutions, la Shoah ou l'antisémitisme, mais de parler de religion, de culture, de pensée. J'aimerais ajouter quelque chose. Je vous en prie, avec votre micro. Merci. Oui. Pardon, ça passe là ? Oui. Il y a aussi un fait générationnel et démographique tout simple. Les Juifs se sont intégrés à la société française. Ils ont acquis des positions qui leur permettent d'être quelque part des décideurs, de choisir des collections quand ils travaillent dans des maisons d'édition, de choisir des programmes radio lorsqu'ils travaillent à la radio, et parfois même d'établir des programmes scolaires. Or, c'est aussi une génération qui repose sur une absence complète de transmission de la part des parents et des grands-parents. Et cet appel d'air que vous retrouvez et que l'on note, que l'on observe, parce qu'il est vraiment tout à fait remarquable, au cours des années 80, si vous essayez de penser, tiens, mais quand sont-ils nés ces gens ? Eh bien, on voit que ce sont soit ceux qui sont nés pendant la guerre, soit juste après la guerre, et qui ont besoin eux-mêmes d'apprendre. Alors c'est un peu ce que Julien disait, ça m'a amusé, tiens, on ne le savait pas. Je suis bien contente qu'il ait découvert des choses que nous, on savait parfaitement. Mais bon... mais je suis tout à fait conscient justement de ce fait générationnel. Non, mais j'ai été très heureuse que les éditeurs apprennent des choses avec l'encyclopédie. Bah, en principe, un éditeur, ça apprend, hein, avec les livres. Ce que je voulais dire, c'est que une fois qu'ils sont dans la société française, ces gens-là peuvent aussi répondre aux questions qu'ils se posent. D'où, soudain, la réapparition du judaïsme, parce que leur identité juive est quelque chose qu'ils n'ont pas oublié. Ils ont peut-être oublié les pratiques, ils en ont peut-être oublié les manières d'être, mais ils savent qu'ils sont juifs. L'identité juive s'est transmise même avec l'assimilation, et c'est aussi ce qui fait aussi les fantômes de 60 ans. Julien Darmon devait penser aussi à tous les auditeurs non juifs qui sont mis à écouter ces émissions. Bien sûr, mais je pense que ça part quand même d'une démarche qui est personnelle pour beaucoup d'entre eux. En tout cas pour ceux que j'ai connus. Alors, je voudrais revenir peut-être à notre problématique initiale avant de conclure. Cette relation entre les Juifs et la France, donc, qui a joué dans les deux sens, on l'a bien compris. On a essayé de prendre comme ça, de façon un peu arbitraire et successive, des exemples pour vous montrer comment ce livre met tout cela ensemble et crée un événement éditorial. La culture française, donc imprégnée par cette relation unique en son genre avec le fait juif, et le judaïsme, donc lui-même marqué fortement par cette relation. Alors, ce livre s'arrête au début, enfin la fin du XXe siècle, donc à l'aube du XXIe siècle, parce que l'histoire ne se fait pas comme l'actualité, avec l'actualité, mais il reste quand même nos 23 ans qui viennent de s'écouler depuis la fin de ce livre. J'avais envie de vous demander, naturellement, est-ce que cette relation singulière se poursuit ? Est-ce qu'elle est toujours aussi active, selon vous ? Et surtout, est-ce qu'elle a vraiment encore un avenir aujourd'hui ? Moi, je vais faire une réponse très actuelle. Les Français qui se trouvaient en Israël ces jours-ci ont demandé à la France de les rapatrier. Bien. Julien Darmon, sur cette question ? C'est une question très difficile parce que vraiment on sort de notre zone de confort et que, évidemment, suivant le jour ou l'heure où on nous pose la question, on répondra différemment. Mais ce qu'on peut observer de manière un peu heuristique, c'est que cette question de les Juifs de France ont-ils un avenir, c'est un marronnier en fait. Enfin, c'est pas les Juifs de France, hein, c'est cette relation spécifique dont on a parlé. Oui, c'est-à-dire que ça fait en réalité tous les 20 ans, c'est quelque chose qui revient dans l'actualité éditoriale sans être d'un optimisme fou. Je pense que il n'y a pas de raison que les choses changent radicalement, au sens où cette histoire forcément va se poursuivre. De quoi elle sera faite en fonction de la politique française, de la politique mondiale,
je suis certainement pas prophète. Mais voilà, en tout cas, on a essayé de donner des outils pour repenser ça sur un mode qui est différent de celui de la réaction immédiate. Jean Moutapa, vous avez le dernier mot. Peut-être alors un complément au livre dans une vingtaine d'années sur la première boucle. Je crois que un éditeur un peu militant comme je suis rêve toujours, c'est un peu utopique, d'intervenir sur les faits. Je crois que ce sera peut-être le cas dans le sens d'un avenir, justement, parce que ce passé, et ce passé tel qu'on le présente là, n'était pas connu. On parlait des choses tout à l'heure qu'on a apprises, etc. Mais tous les acteurs, les auteurs, de nombreux auteurs nous l'ont dit, qui sont spécialistes d'une période souvent. Tous les acteurs du livre ont appris 1000 choses. Et donc, je pense que, d'une part, il y a tout un public, un monde français juif qui va se réapproprier son histoire, non pas son histoire des Juifs de France, mais son histoire française. Et tout un public non juif français, notamment, on parlait tout à l'heure de ces deux émissions, l'une sur France Culture, l'autre sur le service public télévisé, qui ont beaucoup touché les chrétiens depuis 40 ans. Beaucoup touché un certain public chrétien, maintenant d'ailleurs un public chrétien déchristianisé, mais qui continue à s'intéresser à ces émissions et aux livres que nous en avons publiés, excusez-moi pour la publicité. Mais voilà, je pense que oui, il y a cet avenir, et d'autant plus quand ce sera réapproprié notre histoire commune. Voilà, donc c'est aussi un livre pour aujourd'hui, dans la période d'aujourd'hui, de se réapproprier cette histoire et de donner peut-être un avenir avec tout ce passé. Oui, et une dernière chose, on ne peut que se féliciter de la décision initiale que nous avions prise, qui était de s'arrêter à la fin du XXe siècle, sachant que les problématiques, vous le savez très bien, à partir du tout début du XXIe siècle, ont énormément changé dans le monde, et en France aussi, évidemment. Et donc, aujourd'hui, avec ce qui arrive, on ne peut que se féliciter de ce recul, petit recul d'un quart de siècle qu'on s'est permis de prendre. Sachant, juste pour dire un petit mot, que déjà sur les années 60, 70, 80, 90, le travail éditorial était très intéressant parce qu'on a travaillé avec des auteurs qui sont des universitaires, mais qui ont aussi été des acteurs ou des témoins directs de cette histoire-là, de ces histoires-là. Et donc, c'était une manière complètement différente de travailler, parce que vous aviez parfois un auteur qui faisait un article sur tel sujet, et puis un membre du comité qui disait « Mais non, mais moi, j'étais à cette réunion, et c'était pas tout à fait comme ça. » Donc voilà, c'était passionnant, mais ça montrait aussi la difficulté d'écrire une histoire, même qui date déjà d'une cinquantaine d'années. Voilà. Il y a quand même 2000 ans d'histoire, donc, juive de la France, pour moins de 50 €, ce qui est aussi une gageure. Moins de 50 € jusqu'au 31 mars. Voilà. C'est un prix de lancement. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs. Je ne sais pas s'il est prévu qu'on donne un peu si quelqu'un veut dire quelque chose, un petit quart d'heure, me dit-on. Peut-être qu'on peut éclairer un peu la salle que j'y vois bien. Et si quelqu'un veut poser une question ou éventuellement intervenir. Oui, monsieur. Alors, je vais vous donner... Je vais faire le passage. Vous vous levez, vous parlez un peu fort. Oui, bonjour et merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'anti-judaïsme de Louis IX? Merci. Là, en général, on a des questions longues et un petit peu touffues. Là, c'est net et précis. Alors, on va répondre très rapidement. Évidemment qu'il y a tout un article sur la politique de Saint-Louis. On va citer son sobriquet pour que tout le monde situe bien qui c'est. Et c'est assez intéressant parce que Saint-Louis a une politique juive, on va dire, une politique
une politique anti-juive qui est une façon d'avoir une politique juive, mais qui est différente de celle de son grand-père Philippe Auguste et qui est différente de celle de son petit-fils qui sera celle de Philippe le Bel. C'est que lui n'expulse pas les juifs. Et parce qu'il a une conception particulière, c'est pas parce qu'il aime plus les juifs ou qu'il aime moins les juifs, c'est qu'il a une autre conception du pouvoir royal et du rôle sacré du roi, qui est celui qui va non pas expulser les juifs pour leur prendre leur argent parce qu'il ne veut pas de leur argent, parce que cet argent est impur puisqu'il vient de l'usure, mais au contraire, il veut réformer les juifs, c'est-à-dire déjà les empêcher de pratiquer l'usure, ce qui revient à les tuer économiquement, et les convertir. Et c'est assez intéressant de voir, justement, on parlait d'histoire de France, que dans les grandes chroniques de France, qui sont des récits historiques, la façon dont on faisait l'histoire au Moyen-Âge, d'accord, mais composés à l'époque de Saint-Louis, on voit qu'à l'époque de Saint-Louis, il y a un souci d'écrire une sorte d'histoire sainte de la France, dont les personnages principaux sont les rois chrétiens, et dans lesquels la politique envers les juifs joue un grand rôle. C'est pour ça qu'on va avoir dans ces grandes chroniques de France des enluminures qui représentent l'expulsion des juifs de France par Philippe Auguste, lui donnant une dimension nationale qu'elle n'avait sans doute pas à l'époque, et que de la même manière, vous avez dans un des manuscrits enluminés de ces grandes chroniques de France une pleine page qui représente les principales étapes de la fin de la vie de Louis IX, c'est-à-dire son départ en croisade et sa mort. Et au milieu, vous avez une immense illustration qui représente le baptême d'un juif adulte, dont le roi est le parrain. Donc ça montre bien, je n'irai pas jusqu'à dire la centralité, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, une place significative qu'occupe dans l'imaginaire politico-religieux de la royauté à cette époque-là, la question de qu'est-ce qu'on fait des juifs. Politique évidemment, parce que... politique beaucoup plus en lien avec les recommandations de l'Église, d'ailleurs. Et notamment de ce qu'on avait dit saint Augustin. Merci. J'ai un petit problème technique. Si on pouvait éclairer un peu la salle, parce que là je suis ébloui, je ne vois pas trop ce qui se passe. Mais j'ai l'impression... D'accord. Ok. Alors, le monsieur qui a le micro et qui doit parler peut se lever, s'il vous plaît. Merci, qu'on le voit un petit peu quand même. Bonjour. Bonjour. C'était hyper intéressant, merci beaucoup. En fait, moi j'avais deux questions très courtes. La première, c'est je me demandais quelle est la place, je pense que vous l'évoquiez un peu avec les Maranes, quelle est la place des Juifs sortis du judaïsme dans cette histoire juive de la France. Ça, c'est par exemple les couples mixtes ou ce genre de choses. Et la deuxième question que j'avais, c'est comment est-ce que vous articulez cette histoire juive de la France qui, quelque part, fait comprendre qu'il est possible en France d'avoir finalement un pays qui se définit en ne dissipant pas l'antisémitisme, mais d'une certaine manière en faisant reculer le racisme, l'antisémitisme pour aller très 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 vite, avec des historiographies qui ont tendance à, au contraire, associer l'histoire de la République au colonialisme, à l'esclavage, au racisme, etc. Comment est-ce que on peut d'une certaine manière avoir un point de vue qui évite tant une forme peut-être d'idéalisation ou de difficulté à des formes de critique de la République, sans avoir une lecture de l'histoire qui jette un peu le bébé avec l'eau du bain et qui ne se rend pas compte de justement combien les choses sont parfois un peu plus complexes, comme vous l'avez très bien montré dans cet ouvrage. Voilà. Alors, la première question a été... Merci monsieur. La première question a été claire, me semble-t-il. Bon, effectivement, les gens, ceux qui sont juifs ou à moitié juifs, ou voilà. Est-ce que c'est pris en compte d'une façon ou d'une autre, ou voilà, c'était la question. Non, pas vraiment. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par sortie du judaïsme? Ceux qui se sont convertis au Moyen Âge, nous n'avons aucune source
qui est en face État, donc nous n'en parlons pas, nous supposons... On a un article sur les convertis et les néophytes. Non, avant ça, sur les convertis au Non, Moyen-Âge. mais des données exactes qui documentent les conversions des Juifs par l'Église au Moyen-Âge, nous ne les avons pas. Non, mais un discours sur... Le discours, Voilà, mais c'est ça de documents, nous ne l'avons pas. Donc, les Juifs qui sortent du judaïsme pour les périodes anciennes, nous ne pouvons pas les documenter autrement que par, je dirais, les voies adverses que sont les néophytes, les maranes, etc. Maintenant, pour les périodes contemporaines, qu'entendez-vous par sortir du judaïsme? Est-ce qu'il s'agit des Israélites français? Est-ce qu'il s'agit de ceux qui s'assimilent? Est-ce qu'il s'agit de ceux qui font la révolution? C'est compliqué. Est-ce qu'il s'agit des Juifs athées, extrêmement nombreux absolument. Parmi ces Ashkénazes communistes du début du siècle, etc. C'est toute la question de qui est juif déjà à la base. Hein. Ouais, alors ça. Bon, ok. Alors là, je crois qu'on va, on va s'arrêter. C'est justement une question. On n'a pas voulu faire une histoire des juifs strictement définis, en fait. C'est-à-dire que. Mais surtout, on n'a pas du tout voulu faire une histoire des juifs stricto sensus. Donc, on ne s'est pas intéressé, en fait, à tous ces pans-là de l'histoire des juifs qui peuvent être étudiés par ailleurs. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est un tout petit point, mais enfin, c'est immense quand même. Voilà, 1000 pages. C'est une histoire de France. Juive. Une voilà, juive merci. Alors, sur la deuxième question, vous avez quelqu'un sur la aperçu? deuxième question, c'est traité à travers l'histoire de France, en fait. Ça fait partie des choses, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du tout l'impasse sur la question de, par exemple, dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu des Juifs dans les Antilles sous l'Ancien Régime, dans quelle mesure ils ont ou pas participé au commerce transatlantique, dans quelle mesure est-ce que on a ou pas grossi leur rôle dans le début de polémique. On parle aussi du Maghreb colonial et donc de la situation coloniale au Maghreb, de l'attitude des Juifs vis-à-vis de la décolonisation, de la guerre d'Algérie. En fait, il y a tout. Hein. Vous pouvez y aller. Il y a tout, hein, vous savez. C'est pas parce qu'on a peu de temps. Et de l'attitude des étudiants juifs, par exemple. Pour la marche, ce qu'on a appelé la marche des beurs en 83, du lien avec SOS Racisme, etc. On parle de tout ça, bien sûr. Ce sont des faits extrêmement intéressants qui montrent combien, justement, toute une partie du monde juif français est partie prenante de cet universalisme et a fait des combats, a participé aux combats. On parle aussi de l'histoire d'amour et d'amour déçu d'ailleurs, de la brève histoire d'amour de la gauche et des Juifs de France dans les années, au début des années 80, etc., etc. C'est une question très courte. Est-ce qu'il est prévu une version pour les adolescents en bande dessinée de préférence? Pardon? Alors, non, vous verrez dans le livre que. Enfin, je nourris peut-être des espoirs fous, mais je pense qu'on a essayé d'être le plus accessible possible. Alors évidemment, ça fait 1088 pages. On ne va pas demander forcément, même à des adultes, de tout lire d'une traite, mais on a essayé de ménager suffisamment de portes d'entrée pour que des publics très variés et de tous âges puissent y trouver des choses. Moi, je vois mon fils qui est dans la salle, qui a été le premier lecteur, puisque j'ai ramené... C'est peut-être pas un exemple non plus de public moyen. Si, pourquoi et tout de suite, voilà, il a vu les images sur la couverture, il a posé des questions, et puis il a demandé, il y a un article là-dessus, je vais aller regarder, et puis là, il a feuilleté. On peut rentrer comme ça. Oui, tout à fait. En tout cas, je ne sais pas au point de vue éditorial, mais ce qui est certain, c'est que un de mes objectifs, c'est d'obtenir ce que nous avions obtenu pour Histoire des relations entre juifs et musulmans il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'EduScol, le site qui sert pour les profs à faire des exposés, des documents, etc., nous prenne au moins une partie de l'ouvrage pour le distribuer c'est l'éducation nationale, hein, donc,
pour le donner en document, voilà. Et puis j'espère qu'il sera acheté par tous les CDI de tous les lycées de France. C'est tout sauf austère, effectivement. Très agréable à lire. Pour ce qui est des écoles juives, moi j'ai déjà parlé devant l'Assemblée générale des directeurs d'écoles juives, devant le responsable du FSJU. Ils sont très très intéressés. C'est quelque chose qu'ils veulent vraiment mettre dans tous les CDI, quoi. Donc il y a la conscience de l'importance de transmettre cette histoire parce que c'est aussi leur histoire. Voilà, Histoire juive de la France. En attendant, on peut le trouver là-haut à la bibliothèque. Merci madame, merci messieurs, merci à vous tous. Et merci à nos hôtes du MAJ. Bonne soirée.